Je m'appelle Stéphanie De Vestel et ma collègue Nadia Rachidi et moi-même allons vous présenter les différentes mesures de cette loi aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai encore quelques instructions pratiques pour vous. Si vous avez des questions ou des problèmes techniques, vous pouvez les poser dans la rubrique Questions sur votre écran. Après le webinaire, nous vous enverrez un email avec les slides et l'enregistrement du webinaire. Et aussi, après le webinaire, vous verrez une évaluation. Veuillez bien la compléter, ça serait très gentil. Donc aujourd'hui, on va parler de la loi relative au travail faisable et maniable, aussi connue comme la loi Peters, car c'est le ministre du Travail, Chris Peters, qui a pris initialement l'initiative pour cette loi. À l'heure actuelle, la loi n'a pas encore été publiée au Moniteur belge. Elle est déjà approuvée dans la Commission des affaires sociaux, mais n'est pas encore en séance plénière. Donc, certains des amendements du texte sont encore envoyés pour avis au Conseil d'État. Donc, on ne sait pas encore quand cette loi va entrer en vigueur. L'entrée en vigueur était initialement prévue pour le 1er février 2017, mais comme la loi n'est pas encore définitive, on ne sait pas quand elle va entrer en vigueur effectivement. Mais cela ne nous empêche pas de vous présenter déjà les différentes mesures de cette loi relative au travail faisable et maniable. Vous voyez que la loi est divisée en deux parties. Nous avons un socle et un menu. Le socle contient des mesures que vous pouvez directement mettre en œuvre dans votre entreprise. Le menu contient des mesures que vous pouvez mettre en œuvre dans votre entreprise après un accord au niveau sectoriel. C'est-à-dire, ça c'est le cas pour les 4 premières mesures. Et les 3 dernières mesures, vous pouvez mettre en œuvre directement dans votre entreprise. Enfin, nous avons encore 2 autres mesures qui ne sont pas comprises dans cette loi, mais qui sont souvent mentionnées avec, donc on va aussi les examiner aujourd'hui. On va commencer avec le socle, donc les 4 mesures que vous pouvez mettre en œuvre directement dans votre entreprise. Nous avons l'annualisation de la durée du travail, un crédit de 100 heures supplémentaires volontaires, investir dans la formation et un cadre légal pour le télétravail occasionnel. Donc d'abord, on a l'annualisation de la durée du travail pour les entreprises qui travaillent avec un système de petite flexibilité. Les entreprises dont l'activité est irrégulière peuvent employer des travailleurs en recourant à des horaires de pointe et creux. De la sorte, les travailleurs peuvent temporairement travailler plus ou moins selon les nécessités de l'entreprise. Cette flexibilité est néanmoins nuancée par l'obligation de respecter la durée hebdomadaire de travail normale pendant une période de référence fixée. Désormais, cette période de référence sera obligatoirement fixée à 1 an sans qu'il soit possible de fixer une période de référence inférieure. Les régimes existants, mis en place par une convention collective de travail ou par le règlement de travail avant le 31 janvier 2017, restent toutefois applicables tels quels. Cette mesure est en fait uniquement utile pour les entreprises qui connaissent des pics et creux temporaires et aussi prévisibles pour des groupes de travailleurs. Donc avec cette mesure, vous n'avez pas de flexibilité individuelle. Donc en fait, on peut conclure qu'on a fait beaucoup de bruit pour rien. La deuxième mesure contient un crédit de 100 heures supplémentaires volontaires par an. Vous savez qu'en principe, un travailleur doit toujours se conformer à son horaire de travail et il lui est interdit de faire des heures supplémentaires, sauf dans des conditions extraordinaires qui sont mentionnées dans la loi sur le travail. Maintenant, un nouvel article de la loi sur le travail permet à un travailleur d'effectuer de sa propre initiative 100 heures supplémentaires par an.
La condition est qu'il effectue 16 heures supplémentaires volontairement et qu'il donne son approbation par écrit tous les 6 mois. En effet, ces heures supplémentaires ne peuvent être prestées qu'avec l'accord de l'employeur, mais il ne faut pas avoir un motif légal. Ces heures sont toujours payées avec un supplément pour les heures supplémentaires, mais sans repos compensatoire, ou les heures peuvent aussi être versées sur un compte épargne de carrière. Ma collègue Nadia va encore expliquer cela tout à l'heure. Le traitement fiscal de ces heures volontaires est conformément aux heures supplémentaires normaux, donc avec une diminution d'impôt pour les 130 premières heures. Il faut aussi dire que ces heures supplémentaires sont aussi prises en compte dans la limite interne de 143 heures, sauf les premières 25 heures. Une fois cette limite interne dépassée, l'employeur doit toujours accorder au travailleur un repos compensatoire avant que les heures supplémentaires puissent encore être prestées. En outre, dans le cadre de la problématique des heures supplémentaires, la limite interne des heures supplémentaires est portée à 143 heures avec la possibilité d'une augmentation au niveau sectoriel. La troisième mesure du socle concerne vos investissements concernant la formation de vos travailleurs. Dans l'ancien régime, un pourcentage fixe de 1,9% de la masse salariale était consacré à la formation. Mais ce système était annulé par la Cour constitutionnelle. Le nouveau régime veut travailler avec un système de 5 jours de formation par équivalent temps plein par an. En principe, ce nouveau système ne peut pas entraîner une augmentation du coût salarial, mais en fait, on a déjà nos doutes parce qu'on pense que le nouveau système va être beaucoup plus cher pour les entreprises que l'ancien régime. Ça va être très important, en tout cas, d'enregistrer toutes les formations de vos travailleurs. Et comme vous savez, ces formations sont aussi visibles sur votre bilan social. C'est d'abord le secteur qui doit prendre l'initiative. Il doit faire une CCT sectorielle dans laquelle une évolution est prévue pour atteindre ces 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein. Après, les entreprises peuvent aussi conclure une CCT d'entreprise avec une compte de formation de 2 jours de formation et une évolution à 5 jours. S'il n'y a pas d'initiative du secteur ou d'entreprise, la loi prévoit déjà un régime supplétif de 2 jours de formation par équivalent temps plein. Je dois dire que à ce moment-ci, les entreprises ne doivent pas encore prendre des initiatives car les secteurs ont le temps jusqu'au 30 novembre 2017 pour conclure une CCT sectorielle. La quatrième mesure concernant un cadre légal pour le télétravail occasionnel. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul régime légal permettant le télétravail de manière régulière. Donc maintenant, la loi relative au travail faisable et maniable veut instaurer un cadre légal pour le télétravail occasionnel et de façon irrégulière. Cela devrait permettre aux travailleurs, pour certains événements imprévus ou pour des raisons personnelles, d'opter pour le télétravail occasionnel et de ne pas être obligés de prendre congé. Quelles sont les nouveautés? La loi prévoit une base légale pour le télétravail occasionnel et de façon irrégulière suite à une situation de force majeure, comme une grève dans l'entreprise, ou pour des motifs personnels, comme une visite médicale. La fonction ou l'activité du travailleur doit être compatible avec le télétravail. C'est évident. Par exemple, le personnel après la réception, donc le personnel de réception, ces gens ne peuvent pas fonctionner à la maison, donc ils ne peuvent pas télétravailler. C'est un peu évident.
Le télétravailleur va travailler à son domicile ou à un autre endroit, en dehors de l'endroit de l'entreprise, et il a des conditions de travail qui sont identiques, une charge de travail ainsi que des normes de prestation similaires que les autres travailleurs. La demande pour le télétravail est faite par le travailleur. Il peut le faire oralement s'il veut. Si l'employeur dit non, il doit le faire par écrit. Donc, ça veut dire plus d'administration pour vous comme entreprise. Il est en tout cas obligé de convenir des règles mutuelles dans une CCT, dans votre règlement de travail, une police ou un accord individuel, avec quelques dispositions qui sont obligées. Par exemple, l'accessibilité du travailleur, l'indemnité des frais du travailleur, les procédures à suivre pour la demande, par exemple, que c'est obligé aussi pour le travailleur de faire sa demande par écrit. Et aussi des dispositions concernant la mise à disposition des équipements et du support technique quand le travailleur a des problèmes techniques à la maison. En fait, c'est une bonne mesure, je pense. Donc ça, c'était le socle. Maintenant, on a encore le menu avec les 4 premières mesures qui sont applicables dans votre entreprise après un accord au niveau sectoriel. Les 3 dernières mesures, vous pouvez directement mettre en œuvre dans votre entreprise. D'abord, on a un élargissement du plus-minus conto. C'est quoi en fait le plus-minus conto? C'est en fait la possibilité pour les entreprises de répartir la période de référence pour le respect de la durée de travail hebdomadaire moyenne sur plusieurs années. Donc pas sur un an, non, sur plusieurs années, avec un maximum de 6 ans. Dans le passé, ce système était déjà possible pour le secteur automobile, mais maintenant, la loi veut l'élargir à tous les secteurs, tant dans l'industrie que dans le secteur des services. En fait, les conditions ne changent pas, elles sont simplement élargies aussi au secteur des services. Est-ce que cette mesure est utile pour les entreprises? C'était en fait dans le passé uniquement possible pour le secteur automobile, mais en fait, il y avait uniquement une entreprise qui a utilisé cette mesure, et ça c'est Audi à Bruxelles. Donc, je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'entreprises qui ont vraiment demandé cet élargissement à tous les secteurs, mais allez, bon, ça va être possible normalement dans le futur. La 6e mesure concerne une adaptation de la législation concernant le travail intérimaire. Donc, à côté de la législation existante, ça va être bien possible de conclure un contrat de travail intérimaire à durée indéterminée entre l'agence d'intérim et le travailleur intérimaire. C'est quoi en fait l'avantage pour l'intérimaire? Il va avoir plus de sécurité financière. Pourquoi? Parce que l'agence d'intérim va lui payer un salaire garanti dans les périodes situées entre 2 missions. Donc comme ça, l'intérimaire va aussi constituer une ancienneté et quand il est licencié, il va avoir droit à une indemnité de préavis. Mais il y a mais le salaire garanti va être payé par l'agence d'intérim, mais le coût de la garantie salariale, nous craignons que le coût soit imputé à l'employeur, l'utilisateur. Donc maintenant, je donne la parole à ma collègue Nadia. Merci, c'est Stéphanie. Je continue immédiatement au système d'épargne carrière. Donc, c'est un système qui permet les employés d'épargner des congés conventionnels ou des heures supplémentaires volontaires, dont Stéphanie a déjà parlé au début, et de les épargner sur un compte d'épargne carrière. Il faut nuancer parce que c'est seulement possible d'épargner des congés
conventionnels ou extralégaux. Donc, des congés légaux doivent toujours être pris avant la fin de l'année. Donc là, il n'y a rien qui change. Donc, le système crée quand même de la liberté pour les travailleurs, mais quand le travailleur veut prendre de congé qui est sur le compte, il faut toujours avoir l'accord de l'employeur. Ces congés sont gérés sur le compte par l'employeur, ou l'employeur a aussi la possibilité de donner la gestion à un service externe. Ce service externe doit toujours être une banque ou un organisme d'assurance. Si l'employé va changer de boulot, il peut demander le paiement du temps qu'il a épargné, ou il est aussi possible de transférer les jours de congé sur le compte chez un nouvel employeur. La loi prévoit aussi la possibilité de prévoir que les montants des primes que l'employé a acquis, qui sont convertis en temps qui est épargné sur le compte. Par exemple, des primes sur base des chiffres. Ce chapitre entre en vigueur 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi. C'est parce que les partenaires sociaux ont demandé la possibilité de créer un cadre général. Si les partenaires sociaux n'arrivent pas à créer ce cadre dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi, c'est au niveau du secteur qu'il faut créer le cadre. Donc, un membre de la commission paritaire peut faire une demande chez le président de la commission paritaire. Après, la commission paritaire a 6 mois de ce moment-là de prévoir un cadre général. Si rien n'est déterminé dans ce délai, l'entreprise a la possibilité de créer le cadre interne. Aussi, dans le cadre de flexibilité des congés conventionnels, la loi prévoit la possibilité pour les travailleurs de donner des congés conventionnels. Mais il faut remplir quelques conditions. Donc, il s'agit du travailleur qui a un enfant gravement malade, qui a épuisé tous les régimes de congés et qui dispose d'un certificat médical détaillé. Il s'agit du travailleur qui est parent de l'enfant malade, qui cohabite avec lui, ou le travailleur qui est le partenaire du parent de l'enfant qui est malade et qui cohabite avec lui et qui est chargé de l'éducation quotidienne. Si ces deux personnes n'ont pas la possibilité de prendre des congés donnés, c'est le travailleur qui est parent de l'enfant et qui ne cohabite pas avec lui, qui peut prendre des congés donnés, qui peut faire la demande auprès de l'employeur. Donc, l'employé qui veut demander des congés fait la demande auprès de l'employeur et l'employeur va ouvrir un régime dans lequel le travailleur peut donner anonymement des jours de congé. Cette demande est valable pendant 2 semaines, mais peut être renouvelée. Ici, il faut noter que quand même, quand un employé a donné des congés, il n'est plus possible de récupérer les congés donnés. Donc, il reste dans un banc. Ici, il faut aussi faire la remarque que c'est d'abord au secteur de créer le cadre général. Donc, de nouveau, un membre de la commission paritaire peut faire une demande chez le président de la commission paritaire. Et de ce moment-là, la commission paritaire a 6 mois pour introduire un cadre général. Si rien n'est déterminé dans ces 6 mois, c'est à l'entreprise d'introduire un cadre interne.
je continue avec le groupement d'employeurs. Le groupement d'employeurs existe déjà maintenant, donc on parle d'une réformation. Et de quoi s'agit-il exactement? C'est un système qui permet les plus petites entreprises d'engager conjointement un travailleur. C'est pas vraiment populaire chez les entrepreneurs belges parce que à l'heure actuelle, c'est réglé très strictement et il faut toujours demander l'autorisation du ministre de l'Emploi. Le ministre de l'Emploi doit prendre une décision dans les 100 jours parce qu'il faut toujours demander l'avis du CNT. On va réformer les règles parce que maintenant on dit que la procédure est trop compliquée et dure trop longtemps. Donc, on va simplifier la procédure. La réformation demande toujours l'autorisation du ministre de l'Emploi, mais comme j'ai dit, on va simplifier le système. Si la loi prévoit que la décision du ministre de l'Emploi doit être prise en 40 jours au lieu de 100 jours. C'est parce que l'avis du CNT n'est plus obligatoire. Le ministre de l'Emploi peut toujours demander l'avis, mais ce n'est plus une obligation. Les employeurs doivent fonder une entité et c'est toujours une ASBL. Et c'est cette entreprise qui conclut des contrats de travail avec les travailleurs. Il faut noter que l'entité peut engager un maximum de 50 travailleurs. Et c'est possible que chaque employeur engage des autres employés, mais l'entité peut seulement engager 50 travailleurs et les employés des employeurs ne sont pas inclus dans ces 50. On va aussi réformer le travail à temps partiel. On va essayer de simplifier les règles. Donc maintenant, il est toujours obligé de conserver tous les contrats de travail par écrit joints au règlement de travail. Mais la loi prévoit qu'il est également possible de conserver le contrat de travail sur support électronique. Donc, il n'est plus obligatoire d'imprimer tous les documents. Maintenant, il est aussi obligé de reprendre tous les horaires de travail dans le règlement de travail. La loi prévoit qu'il est assez de mentionner les horaires dans le contrat de travail et dans le cadre du travail avec des horaires variables. Il faut toujours mentionner un cadre général dans le règlement de travail. Ce cadre général doit mentionner le début et la fin de la journée, les jours de la semaine, la durée de travail journalière minimum et maximum, et la méthode et le délai de la communication des horaires. Le contrat de travail avec des horaires variables doit référer au cadre général et il est également obligé de toujours mentionner le pourcentage de travail de l'employé ou les heures hebdomadaires que l'employé doit respecter en moyenne. Aujourd'hui, on parle toujours d'une double communication de l'horaire variable. Donc, auprès le travailleur, il faut faire une notification des horaires dans 5 jours ouvrables à l'avance. Vers l'inspection sociale, il faut faire aussi une notification dans ce sens qu'il faut afficher des horaires applicables au plus tard avant le début de la journée de travail et tous ces documents doivent être conservés durant un an. La loi prévoit que la communication à l'inspection sociale est supprimée. Donc,
il est toujours obligatoire de notifier des horaires applicables aux travailleurs au moins 5 jours ouvrables à l'avance. Et tous ces documents doivent toujours être conservés durant 1 an. Quand il y a des dérogations à l'horaire à temps partiel, maintenant, il faut les noter sur papier dans le registre des dérogations et il faut le conserver joint au règlement de travail durant 5 ans. La loi va simplifier ces règles parce que la loi prévoit qu'il est aussi possible de conserver des dérogations par voie électronique s'il y a un système d'enregistrement du temps valable. Ce système doit enregistrer le début et la fin des prestations et les pauses. Le système doit aussi enregistrer l'identité du travailleur et la période concernée par les prestations. Ce chapitre entre en vigueur le premier jour du 7e mois suivant la publication de la loi au Moniteur belge. Et la loi prévoit aussi une disposition transitoire. Parce que il y a telle d'entreprises qui utilisent déjà maintenant des horaires variables. Alors, cette entreprise dispose de 6 mois après l'entrée en vigueur de ce volet pour adopter le règlement de travail à ces nouvelles dispositions. Donc, les anciennes règles au sein de l'entreprise restent d'application au plus tard jusqu'à ce moment-là. Il est aussi possible de conclure des CCT avant l'entrée en vigueur de ce volet et cette CCT peuvent rester en vigueur après l'entrée en vigueur de la loi si la CCT prévoit que les employés doivent être notifiés des horaires variables au moins 1 jour ouvrable à l'avance. Je continue avec les horaires flottants. De nouveau, on parle d'une réformation parce que aujourd'hui, ça existe déjà, mais il n'y a pas vraiment de réglementation légale. L'inspection sociale est quand même tolérante s'il y a d'enregistrement des heures. La loi prévoit maintenant que c'est possible pour l'employeur d'introduire des horaires flottants, mais il faut créer un cadre légal dans le règlement de travail ou par CCT. Le cadre légal doit fixer quelques principes. Tout d'abord, les plages fixes et les plages flottantes et la durée de la pause. Les plages fixes sont les périodes dans lesquelles l'employé doit travailler et les plages flottantes sont les périodes que l'employé peut choisir. Il faut aussi fixer la durée de travail maximum et la durée du travail hebdomadaire sans passer un maximum de 45 heures par semaine. Il faut indiquer la période de référence durant laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne est respectée et les règles et les conditions de récupération qui sont applicables. Là, il faut quand même noter que c'est possible que l'employé n'a pas presté assez à la fin de la période de référence. Alors, l'employeur est dans la possibilité de diminuer le salaire avec les heures qu'il n'a pas prestées. À l'envers, c'est aussi possible que l'employé a presté trop d'heures à la fin de la période de référence. Alors, en principe, on peut dire que les heures qui sont trop prestées sont perdues, sauf si l'employeur a demandé à l'employé de prester ces heures. Il est aussi possible que l'employeur prévoit que l'employé peut transférer des heures qui sont trop prestées à la période de référence prochaine sans passer un maximum de 12 heures.
on peut dire qu'il faut mentionner toutes les règles et les conditions dans le cadre d'horaires flottantes, ainsi que les sanctions qui sont applicables si l'employé ne respecte pas les principes. Le système d'enregistrement du temps reste, et c'est aussi possible d'enregistrer les heures par voie électronique, mais le système doit remplir quelques conditions. Donc, le système doit enregistrer l'identité du travailleur, la durée de prestation journalière, et pour les temps partiels, il faut enregistrer le début et la fin du jour de travail et les pauses. Et les travailleurs et l'inspection sociale doivent être toujours dans la possibilité de consulter des heures prestées et qui sont enregistrées. Toutes les heures qui sont enregistrées et les documents doivent être conservés durant 5 ans. Donc, maintenant, il est aussi possible d'introduire le système pour les travailleurs à temps partiel avec des horaires fixes. Et en général, on peut dire que l'employeur doit toujours, donc chaque mois, payer la rémunération égale à celle pour la durée de travail hebdomadaire moyenne. Aussi, pour ce chapitre, la loi prévoit une disposition transitoire. Donc, c'est possible pour l'employeur qui a déjà un système d'horaires flottantes de formaliser ce système, mais la convention collective du travail ou le règlement doit être déposé ou introduit avant le 30 juin 2017. Si l'employeur décide de ne pas formaliser, c'est au plus tard jusqu'à cette date que les régimes existants peuvent être d'application. Voilà, maintenant on a parlé des mesures du menu et maintenant je continue avec des autres mesures comme l'adaptation des régimes de congé et le travail de nuit dans le cadre d'e-commerce. Donc, pour commencer, on va adapter le congé pour les soins palliatifs. Le congé pour les soins palliatifs, c'est un congé thématique et donne la possibilité à l'employé de donner l'assistance à une personne qui souffre d'une maladie incurable et qui se trouve en phase terminale. Aujourd'hui, l'employé peut prendre 1 mois par personne et ce mois est prolongeable d'1 mois. Donc, on peut prendre un maximum de 2 mois au total. La loi va élargir ce congé pour soins palliatifs avec 1 mois. Donc, on peut prendre un maximum de 3 mois au total. On va aussi adapter le crédit temps pour motif soins. Donc, si on parle d'aujourd'hui, l'employé peut prendre le crédit temps pour motif pour s'occuper d'un enfant moins de 8 ans, pour les soins palliatifs et pour assister un membre de la famille qui est gravement malade. Il peut prendre 36 mois dans ce cadre sur base de la CCT 103. Et l'arrêt royal de 2001 prévoit d'allocation pendant une période de 48 mois. Donc là, il y a quand même une discrépance entre les deux. Pour s'occuper d'un enfant handicapé moins de 21 ans et pour l'assistance d'un enfant mineur qui est malade, la CCT 103 prévoit déjà le droit à 48 mois. Et l'arrêt royal prévoit d'allocation durant 48 mois. La CCT 103 ter va adapter les principes. Donc, pour commencer, on va supprimer le crédit temps sans motif, mais il y a une exception
pour des demandes qui sont faites par écrit auprès de l'employeur avant l'entrée en vigueur de la CCT 103 terre. La CCT 103 terre entre en vigueur dès le moment que l'arrêt royal concernant l'allocation est publié et au plus tard le 1er avril 2017. On va aussi adapter le crédit temps avec motif soin. La CCT 103 terre prévoit que l'employé peut prendre 51 mois en total pour s'occuper d'un enfant moins de 8 ans, pour les soins palliatifs, pour l'assistance médicale et pour s'occuper d'un enfant handicapé moins de 21 ans et à la fin pour l'assistance d'un enfant mineur qui est malade. Là, il faut quand même noter que le crédit temps pour formation reste toujours 36 mois. On vous donne un aperçu avec les possibilités pour les employés. Donc, on peut conclure que pour les crédits temps soins, en général, on peut prendre 51 mois et l'arrêt royal doit prévoir que l'employé a droit à 51 mois d'allocation. Pour le crédit temps formation, comme j'ai déjà dit, ça reste 36 mois et l'employé a droit à d'allocation durant 36 mois. Pour terminer, je vais encore vous dire que le travail de nuit dans le cadre de l'e-commerce maintenant est possible dans les secteurs suivants. Donc le 201, le 202, le 311 et le 312. Donc la loi prévoit l'adaptation de l'article 36 de la loi sur le travail. L'article va être complété pour permettre le travail de nuit dans le cadre de l'e-commerce dans tous les secteurs. Là, il faut quand même noter que tout d'abord, c'est toujours le secteur qui doit prévoir un cadre général pour les entreprises avant que les entreprises puissent introduire un système interne. Voilà. Je vous remercie déjà maintenant. Et si vous voulez en savoir plus, je vous réfère au site web ci-dessus. Et je vous invite aussi à compléter le formulaire de contact si vous avez des questions concernant la loi de travail faisable et maniable. Par exemple, si vous voulez adapter votre règlement de travail ou introduire une convention collective du travail ou adapter des policies. Voilà. Je vous invite maintenant à poser des questions. Je regarde à mes collègues qui vont me passer les questions. Donc, concernant les heures supplémentaires volontaires, la question est si c'est possible d'appliquer le système pour des projets exceptionnels qui se déroulent le soir ou le week-end. C'est toujours possible de prester des heures supplémentaires, mais on ne connaît pas toutes les modalités qui sont applicables. Mais en général, on peut dire qu'il faut toujours respecter les principes généraux. Donc, pour le travail de dimanche, c'est seulement possible si, par exemple, le secteur prévoit que c'est possible de prester le dimanche. Donc, voilà, il faut toujours respecter les principes qui sont applicables dans le secteur où l'entreprise réside. Une autre question? La question est posée si la loi est-elle aussi applicable aux contractuels du secteur public? C'est pas tout à fait clair, mais la loi prévoit que je crois pas que la loi prévoit que c'est aussi applicable pour les secteurs publics parce que là il y a toujours des principes spéciaux qui s'appliquent.
La question se pose s'il y a des changements pour les pensions anticipées. Non, la loi ne prévoit pas de changements concernant les pensions anticipées. La question est aussi posée si l'épargne carrière est limitée. En fait, c'est le cadre qui doit déterminer la période dans laquelle les congés doivent être pris. Et c'est aussi le cadre qui doit déterminer si les congés qui doivent être épargnés sont limités. Est-ce que le trajet de croissance jusqu'à 5 jours de formation est contrôlé ou sanctionné? C'est dans le cadre de la formation des employés. Non. La loi, en fait, ne détermine pas des sanctions, mais comme Stéphanie a dit, l'employeur est toujours obligé de mentionner toutes les formations au bilan social. Donc, ainsi, l'employeur doit être en la possibilité de prouver qu'il a fait assez d'efforts concernant les formations. Il y a posé une question concernant le budget de mobilité, mais rien n'est prévu concernant le budget de mobilité dans cette loi. Donc, on ne peut pas vraiment donner une réponse. On fait la remarque que si des congés sont donnés par un employé, ça peut avoir la conséquence que l'employeur a un coût augmenté. Oui, exact, c'est possible. Par exemple, si un employé qui gagne plus donne un jour de congé à un collègue, le coût salarial pour l'employeur pour ce jour va être augmenté. Mais à l'envers, si un employé gagne moins, donne un jour de congé, le coût pour l'employeur va diminuer. Et la question dernière, doit-on réintroduire le règlement de travail? Non, initialement, il n'est pas obligé d'adapter le règlement de travail, mais si on veut appliquer les principes de la loi, bien sûr, il faut adapter le règlement de travail. Et évidemment, nos services peuvent vous aider dans ce cadre. Pour conclure, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée.